Je vais faire un rapide point de mes recherches actuelles et de leur évolution. Euh, J'essaye, avant de partir à la retraite, de débroussailler encore et puis de léguer quelque chose aux jeunes, aux jeunes générations qui se pointent et qui ont l'air d'en vouloir. C'est très intéressant. Il y a effectivement des jeunes chercheurs qui s'affirment et ça, c'est une bonne chose. Donc je débroussaille d'une manière assez, en apparence hétérogène, mais pour moi c'est assez logique. C'est dans la lignée des travaux antérieurs que j'ai menés, par exemple sur les signes durant les conflits, signes de la Seconde Guerre mondiale et tout, m'a amené récemment à travailler sur la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, c'est pas du tout le même contexte, et ça, il faudrait parler aussi de la connaissance des historiens de graphisme et de typographie de l'histoire en général, où il y a, à mon avis, quelques lacunes. Quoi qu'il en soit, voici quelques images recueillies pour l'exposition de Chaumont qui a eu lieu de mai à juillet sur les signes de la Grande Guerre, avec une attention toute particulière portée aux revues d'avant-garde, les fameuses revues françaises qui naissent à partir de 1914 jusqu'en 18 et qui sont vraiment liées à la guerre, qui sont chronologiquement, et on pourrait dire dans l'esprit, liées au conflit. Revue Le Mot de Cocteau et puis l'autre, le copain de Poiret, c'est dans l'histoire du graphisme en France pendant 20 pages, avec une attention toute particulière à un typographe, François Bernoire, qui avait Paul Irib, pardon, qui a marqué la typographie, qui est très peu connue et qui m'intéresse parce que lui-même s'intéressait aux recherches des futuristes. Donc c'est aussi l'interaction, c'est aussi un des premiers grands bains de culture moderne au sein duquel on voit se synthétiser, se former l'osmose entre les apports étrangers et puis l'évolution française propre, si on peut dire, puisque les futuristes gravitent dans ces revues, les Russes aussi beaucoup. On voit dans le mot des recherches de Baxt, etc. Ici, c'est dans l'élan, la défense du cubisme par le biais d'une typographie typométrique et psychotypique, comme disaient aux enfants qui menaient cette revue, avec des doubles pages comme celle-ci, panégyrique, qui est vraiment peu connue et qui n'est pas du ressort exact de ce que proposaient ni les futuristes, ni Dada, évidemment, qui naît un peu après d'ailleurs. Ça va donner lieu à une publication là, qui va paraître dans une quinzaine de jours, sous cet intitulé Signes de la Grande Guerre. Donc ça, c'est toute une recherche passionnante, assez inédite, dans la mesure où c'est aussi l'aspect comparatif que j'ai essayé de mettre en avant. D'une façon très chronologique, qu'est-ce qui se passe en 1916, par exemple, au même moment, dans les domaines, dans le champ des avant-gardes et de leur publication, et donc Nord-Sud aussi, très très peu connu. Et enfin, Debout les morts, les fameux bois de Mazerelle, que j'ai souhaité mettre dans l'exposition comme correspondant d'abord chronologiquement parlant, 17, et puis c'est une autre vision, c'est le pacifisme, alors que les revues en France ne sont pas à proprement parler pacifistes. Elles sont même assez souvent franchement cocardières. Je voulais vous montrer, je pense que je n'aurai pas le temps, des recherches. Je mène une recherche sur les archives de Marcel Jacquenot, qui à mon avis est un typographe extrêmement intéressant. Je parle de typographe là, au sens large, puisque c'est à la fois un graphiste et un dessinateur de caractères des années 30 aux années 70. C'est un peu le concurrent, enfin plus exactement c'est Excofond qui fut un peu son concurrent, dans la mesure où Jacquenot était rattaché à la fonderie de Bernier et Péniaud au niveau de sa création de caractères. Et puis en soi, ça n'a pas été le plus grand pourvoyeur de caractères typographiques de son temps,
mais il a travaillé sur une espèce de tout typographique fondamental dans sa recherche, et en particulier dans le domaine du théâtre, puisque ce fut le graphiste du TNP de Jean Vilar, et j'ai retrouvé des maquettes originales, beaucoup de recherches typographiques, de création de caractères, et d'application de ces créations à divers théâtres et divers phénomènes de communication très intéressants. Il a, semble-t-il, aussi été, avec Vox, une sorte de dissident pendant quelques temps de l'évolution de Bernier et Peignot dans les années 30. Et il a été, donc, pendant quelques temps, il s'est lancé, Jacquenot et Vox, semble-t-il, se sont lancés dans un programme d'élaboration d'un caractère d'une linéale incise, comme Vox appelait ça, a appelé ça pendant une période de temps limitée, et qui a précédé, et qui était très similaire, et qui a précédé le Peignot de Cassandre. Donc là, on a quelques découvertes qui se profilent à l'horizon. Cependant, j'ai pas mal de difficultés à monter une exposition Jacquenot en France, ce qui est bien dommage. J'en ai parlé à la Bibliothèque nationale, etc. Mais ça ne prend pas tournure, comme si la crise était quand même posait sa chape sur beaucoup d'initiatives en la matière. Autre recherche, autre initiative, là, qui plus de la diffusion de la recherche, c'est la création d'un site internet. J'ai repris l'intitulé Signe du nom de la revue que j'avais lancée, dont j'étais directeur de la publication dans les années 90. Cette revue qui a quand même été une référence pour l'évolution de la compréhension du graphisme en France pendant quelques temps. Une association donc qui est porteuse du projet, une association constituée de jeunes, sous ma houlette, mais constituée de jeunes chercheurs graphistes qui entendent développer la recherche et les acquisitions et les connaissances. Le CNAP nous a soutenus par une aide à l'édition numérique l'an passé, et le site s'est ouvert, mais il est vraiment encore en construction, à l'été dernier. Il est en pleine évolution. On estime qu'il commencera à être prêt à la fin de cette année. Donc ce site, comme son nom l'indique, reprend les perspectives ouvertes par Signe, mais va essayer de proposer un mode assez novateur, tout du moins, on va tenter l'expérimentation de diffusion de la connaissance en la matière. Donc, de quoi s'agit-il? Pour l'instant, de traiter la documentation sous le mode de timeline. Il y en aura plusieurs qui vont se spécifier, qui vont traiter de sujets particuliers de l'histoire du graphisme et de la typographie. Ce sont des timelines et donc une réserve documentaire, si l'on peut dire, des archives, pour l'essentiel autour du graphisme et de la typographie en France, avec de nombreux liens vers l'étranger. Chaque partie, chaque dossier est constitué d'une chronique, si l'on peut dire, signée. Ce n'est pas le cas là pour cette présentation, mais ce sera le cas pour l'ensemble du site. Et au sein des dossiers, il y a donc des images, des visuels qui peuvent être consultés, et beaucoup d'images qui font l'objet d'arrêts sur image, de manière à mieux comprendre les problématiques qui sont envisagées et les enjeux. Alors là, c'est très sommaire encore, hein, vous voyez dans les grandes lignes ce qui est mis à disposition. Mais si on prend le cas des affiches des Begarstaff, par exemple, on va les présenter pour l'essentiel dans le cadre de la manière dont elles ont été diffusées
au sein de la revue, enfin de la publication des maîtres de l'affiche, qui les ont fait connaître, laquelle publication a fait connaître les affiches des Beggarstaff. Et tout le paradoxe des dites affiches des Beggarstaff, c'est qu'en fait elles ont été tirées à très peu d'exemplaires, voire c'était des maquettes, elles n'ont jamais été complètement dans le circuit commercial. Et donc c'est de recontextualiser l'ensemble. Un élément fondamental aussi, c'est de montrer des publications, d'abord par exemple l'ensemble d'art et métiers graphiques qui n'a jamais été mis en ligne, ni commenté en français. Il y a je crois que c'est l'Iowa qui... RIT qui publie les couvertures et les sommaires de art et métiers graphiques. Mais l'intérêt là, c'est de montrer tout art et métiers graphiques. Donc tous les numéros, toutes les doubles pages, tous les encartés, etc. Et enfin, c'est aussi de pouvoir extraire des textes, de pouvoir les mettre en exergue et les confronter à d'autres textes. Alors il y a des problèmes multiples de droit, de qualité d'image, de reproduction, mais on est en train de les résoudre. D'importance aussi des images. Là, on a déjà 6 à 7 000 images qui sont intégrées. Il y en a près de 5 000 ou 6 000 qui sont scannées, enfin qui ont été scannées. Il y a des liens avec des bibliothèques qui sont constituées, avec d'autres fonds. Mais l'important, c'est ça, c'est l'idée. C'est plutôt du document assez brut de décoffrage qui peut ensuite être compris, traité, mis en avant au bénéfice des jeunes. Ici, par exemple, Art d'aujourd'hui, le graphisme et l'art, qui est cité souvent dans des histoires de graphisme. Le premier, j'ai mis en avant la qualité de la recherche de Faucheux et de Gerbrandt en 1952, probablement un des numéros les plus conséquents et une des visions les plus probantes sur le lien entre l'histoire du graphisme, les arts plastiques de son temps. On peut donc... on va découvrir l'ensemble des doubles pages de Art d'aujourd'hui et on va pouvoir se faire une idée précise de comment quelques chercheurs, puisque j'estime que Faucheux à sa manière était un chercheur en 1952 quand il a proposé cette recherche. Donc on a un autre palier qui sont les références et qui vont être ces articles qu'on va extraire, comme par exemple Soupeau, Brodovitch, donc un texte. Alors l'idée là, c'est toujours de commenter le texte en question, de le contextualiser, d'essayer même de l'analyser, voire de le critiquer, et de le livrer en texte, disons d'une lisibilité optimale, en dehors même des illustrations qui l'accompagnent. On peut comprendre évidemment le grand intérêt d'avoir ce type de documentation, que ce soit pour Soupeau, qui a donné quelques articles majeurs sur le graphisme. Rarement on peut lire ce texte de Tchichol, qui est une version française abrégée de ses thèses sur la nouvelle typographie. Mais ce qui est fondamental, c'est que ça apparaît, ça naît, ça donne aux Français en 1930 une vision très précise justement sur ces principes. Et toute l'idée, c'est à ce moment-là de raccorder par des liens aux autres possibilités sur le net de découvrir Tchichol. Enfin, recherche, lancer un grand domaine de recherche, et là, faire appel à des contributeurs. C'est l'idée qu'il y a des connaissances importantes dans le monde du graphisme en France et de la typographie. On en a l'exemple d'ailleurs sur des sites, des blogs, ou que ce soit aussi dans le monde anglo-saxon. Énormément de praticiens s'expriment, des chercheurs aussi prennent part aux discussions, et des échanges se font, et qui sont assez pointus souvent. Alors c'est à vérifier, c'est pour ça que ce site doit être éditorialisé, qu'on a mis en place un plan d'éditorialisation avec un comité éditorial solide qui pourra vérifier absolument toutes les publications.
Mais c'est intéressant donc de se lancer, par exemple, non pas seul ou un petit groupe, mais de généraliser, d'ouvrir à une recherche sur de Bernier-Peignot. C'est le premier parti pris, le premier choix de grande recherche. On a pratiquement scanné, photographié les 2 tiers des exemples, des spécimens imprimés publiés par de Bernier-Peignot, par de Bernier-Peignot et ensuite de Bernier-Peignot. Et on peut réfléchir et, par exemple, s'intéresser à ce qui a été privilégié, ce qui a disparu au fil du temps, ce qui est réapparu, pourquoi tel choix, pourquoi telle demande de caractère extérieur, évidemment l'Europe, mais il y a d'autres exemples. Donc une recherche de nature collective éditorialisée nous paraît extrêmement intéressante dans ce domaine. Donc en conclusion, je suis très content d'être ici et je remercie puisque je vois Véronique. Voilà, dans les grandes lignes. Désolé que je ne suis pas un manipulateur d'Internet hors pair. Voilà.